Bonjour tout le monde, on est ravis d'être avec vous aujourd'hui donc pour un webinaire un petit peu particulier durant la semaine de la qualité de vie et des conditions de travail sur la thématique du burn-out parce que parfois voilà prendre soin des autres au quotidien ça peut mettre à mal sa propre santé mentale. Donc n'hésitez pas, vous avez un lien de Vélotipie si vous en avez besoin donc à scanner ce lien ou à le retrouver dans le chat pour pouvoir l'utiliser. Donc aujourd'hui, ce webinaire est porté par l'association OETH qui conseille et accompagne les employeurs du secteur social, sanitaire et médico-social associatif dans leur démarche de recrutement et de maintien en emploi des salariés en situation de handicap du secteur. Malgré la fin des accords, elle poursuit ses activités de conseil et d'accompagnement en s'appuyant notamment sur son expertise sectorielle. Donc vous retrouvez plusieurs dispositifs d'accompagnement pour le secteur spécifiquement. Voilà, vous avez les atouts que vous retrouvez sur cette slide, donc n'hésitez pas à utiliser les dispositifs portés par l'OETH. Moi, aujourd'hui, je vais vous parler d'un dispositif en particulier. Donc, c'est le dispositif EO Santé. EO Santé, c'est porté par l'OETH pour apporter un soutien confidentiel et permettre d'ouvrir le dialogue aux personnes qui sont concernées de près ou de loin par des défis de santé. L'objectif, c'est vraiment d'apporter une culture de maintien par la paire aidance. Donc, vous pouvez avoir accès à un réseau de patients partenaires avec lesquels vous pouvez échanger. Donc, Claudia fait partie. Donc, n'hésitez pas à utiliser EO Santé. Vous pouvez retrouver de la ressource et être mis en relation avec notre réseau de patients partenaires. J'ai le plaisir aujourd'hui justement d'accueillir Claudia qui fait partie de ce réseau EO Santé, qui intervient notamment sur les thématiques de la santé mentale et plus particulièrement du burn-out, puisqu'elle a elle-même été concernée par ce défi de santé il y a quelques années. Donc, bienvenue Claudia et je te laisse la main. Oui, bonjour à tous. Merci Mathilde en tout cas pour la présentation et ton introduction. Donc effectivement, je vous parle aujourd'hui de mon vécu, en tout cas du burn-out, et je vais vous apporter des éclairages sur le sujet, puisque effectivement, il y a quelques années, mais il y a maintenant 5 ans de cela, je l'ai vécu de l'intérieur. Voilà, j'ai eu un parcours assez diversifié puisque j'ai été, avant d'être aujourd'hui dans le domaine de la santé mentale au travail pour transmettre des clés justement sur et éviter en fait que d'autres vivent ce que j'ai vécu parce que malheureusement je ne suis pas la seule, on y reviendra. Voilà, j'ai eu plusieurs postes à la fois dans le privé et dans le parapublic, surtout dans le domaine de la communication, mais aussi jusqu'à diriger une structure en tant que telle qui était une structure à la fois associative et syndicale dans le domaine des énergies renouvelables. Et aujourd'hui, comme je le disais à l'instant, depuis 2023, je forme sur ces sujets-là les organisations, que ce soit des entreprises, mais aussi voilà, des établissements de santé et des structures du médico-social. Voilà, sur ces sujets-là. Ce que je vais vous inviter à faire maintenant, c'est avant qu'on commence plus en détail, voilà ce webinaire, c'est d'inviter à compléter un petit peu qui vous êtes, parce que pour adapter un petit peu le discours, c'est important aussi que je puisse le faire. Donc, je vais vous afficher un, un lien, voilà, sur lequel vous allez pouvoir vous ensuite voilà vous positionnez. Donc normalement vous voyez à l'écran les mots qui apparaissent. Voilà, donc je vois qu'il y a effectivement votre profil. Donc il y a des personnes qui viennent de chez Cap Emploi, des profils plutôt RRH, GRH, voilà. Donc effectivement, je vous laisse un petit peu compléter progressivement. Et puis moi, ça me permettra effectivement voilà, d'être au plus proche un petit peu de vos problématiques à vous. Et puis je vois effectivement référent handicap et assistants sociaux. Voilà. Ok, c'est un petit peu les référents handicap, c'est un peu les profils qui sont majoritaires de ce qui ressort. Ok, bon, je vous remercie en tout cas, et puis je laisse pour ceux voilà, qui sont en train de compléter les mots-clés de le faire. Euh, on y reviendra ensuite. Je vais vous afficher du coup la slide suivante. Hop, voilà.
Donc, reprenons un petit peu où nous en étions. Donc, le programme qui nous attend sur ces 45 minutes ensemble, c'est celui-ci. On va déjà partir de la base, c'est-à-dire définir ensemble ce qu'est le burn-out, hein, pour vraiment un petit peu délimiter un peu le périmètre de ce sur quoi on va parler. On va aussi, et je vais surtout vous partager, moi, mon expérience des premiers signes du burn-out, parce que c'est un peu ça, des fois, qui fait un petit peu défaut, c'est dans le quotidien, concrètement, comment ça se manifeste. Et moi, dans mon cas, en l'occurrence, j'ai pas vu ces signaux-là. Je vais vous parler aussi, enfin, de l'après-burnout, justement, sur comment on gère l'après, comment on reprend le chemin du travail, et surtout aussi comment on peut le prévenir au niveau des organisations. Voilà un petit peu le programme qui nous attend. Donc, sans plus tarder, définissons ensemble ce qu'est le burn-out et je vais vous afficher une autre proposition. Donc, quand on parle de burn-out, c'est la question que je vous pose, à quoi pensez-vous? Donc, pour ça, hop, je vous renvoie, ça c'était effectivement le lien qu'on a vu tout à l'heure, mais voilà, je vous invite à répondre un petit peu aux mots-clés qui vous viennent en tête quand vous pensez au burn-out. Voilà. Qu'est-ce qui vous vient en tête quand on pense à ça? Voilà. Et puis, de toute façon, le lien, hein, vous est remis dans le chat si vous avez besoin d'y revenir et de cliquer dessus. Donc, je vois effectivement, il y a pas mal la notion d'épuisement qui revient, la notion de mal-être, surcharge, effondrement. Ça, effectivement, vous avez bien délimité un petit peu les choses. Je vois qu'il y a des mots isolement, dépression, fatigue. On verra qu'il y a des signaux faibles parmi ceux que vous avez cités, en fait, qui peuvent s'y apparenter. Je vois effectivement métier passion, cerveau qui brûle dans le chat. Donc, merci en tout cas à vous pour répondre parce qu'effectivement, ça nous permet déjà de délimiter un petit peu ce que recouvre cette notion de burn-out. Donc, sans plus attendre, je vais rebasculer sur la présentation. Voilà. Enfin, donc, de quoi parle-t-on quand on parle de burn-out? Donc, effectivement, vous l'avez bien cerné, c'est déjà, on va retrouver la notion d'épuisement, mais pas simplement un épuisement professionnel. Et quand je dis simplement, c'est pas pour critiquer ou être péjoratif, mais ça va être plus de dire que c'est le burn-out, c'est effectivement plus que du surmenage, plus que de l'épuisement professionnel. C'est même en français, le terme exact, c'est un syndrome d'épuisement professionnel. Ça implique la personne vraiment dans son intégralité et ça peut aussi toucher sa sphère personnelle. Voilà, ça peut, effectivement, la cause peut provenir de la sphère professionnelle, mais ça peut aussi, au niveau des impacts, ça va vraiment être beaucoup plus large que ça. Même en termes de dimension du burn-out, en fait, pour que justement on spécifie vraiment les choses encore plus, déjà on va retrouver trois dimensions. Ça va être la perte du sentiment d'accomplissement personnel. Voilà, le fait de se sentir qu'on se réalise par son travail, même si, hein, comme ça a été dit dans le chat, ça peut être un métier passion. Malgré ça, même s'il y a du sens, etc., eh bien, on perd le sens de ce que nous, en fait, on y met en termes de réalisation et d'accomplissement de soi. Ça, c'est la première dimension. La deuxième dimension, ça va être aussi une forme de détachement, une forme de cynisme vis-à-vis des autres, notamment. C'est-à-dire que les sollicitations, les demandes, interagir avec les autres, ça va devenir beaucoup plus compliqué. Voire, on va carrément, effectivement, développer ce cynisme, ce détachement, de dire non, mais en fait, la demande d'un tel, voilà, je peux plus, ou c'est plus aussi important, j'accorde plus autant d'importance que j'en accordais avant. C'est plus difficile du coup d'entrer en lien avec les autres. Et du coup, c'est la troisième dimension aussi, ça va être la dimension d'épuisement émotionnel. Et ça, c'est important aussi de le voir parce que dans les signaux faibles, on y reviendra, il y a beaucoup aussi d'éléments au niveau des émotions qui peuvent se manifester. Donc concrètement pour moi, c'était, je vous le dis un petit peu rapidement, c'était à la fois un épuisement qui était vraiment général, physique, certes aussi, hein, parce que ça se manifestait sur le plan physique, émotionnel, cognitif et relationnel. Euh, En gros, même malgré, pour vous dire, hein, dans mon expérience, malgré tous mes efforts, en fait, je n'arrivais plus à suivre dans aucune des sphères, à la fois professionnelle et personnelle. Même si, hein, je tentais d'être un peu en résistance en disant non, mais je suis fatiguée, mais ça va aller. Bon, la réalité des choses, c'est que voilà, c'était beaucoup plus large que cela. Et puis, je suis pas la seule isolée, hein, vous vous en doutez. Vous voyez qu'il y a un chiffre de France Burnout, une association dans le domaine, qui dit qu'il y a 34% des salariés français qui seraient concernés par un risque de burn-out.
Et pour même, je vais plus loin dans l'aspect sectoriel, hein, puisqu'on est dans le médico-social ici, plus de 30% des salariés du médico-social qui déclarent une santé mentale fragilisée. Donc ça, c'est là aussi, hein, ça vient du média social, c'est des chiffres qui sont assez récents. Et vous avez même un dernier type de chiffre qui nous dit que pour plus de 6 sur 10 professionnels du soin, bah, plus de 6 personnes sur 10, en tout cas de professionnels du soin, ont déjà vécu un syndrome d'épuisement professionnel. Vous voyez? Donc tout ça, en fait, ça nous dit quoi? À la fois, ça nous dit que déjà, on n'est pas seul. En fait, moi, je n'étais pas un cas isolé, même si effectivement, j'étais pas spécifiquement à ce moment-là dans le domaine du médico-social ou du soin. Mais vous voyez que c'est quand même c'est beaucoup plus commun qu'on ne le croit. Et effectivement, les professionnels du soin sont particulièrement à risque, hein. Voilà, parce que d'ailleurs, il faut savoir, je ne sais pas si vous le saviez déjà, mais le burn-out en tant que tel, il a été conceptualisé initialement dès les années 70 dans le milieu du soin. Il a été conceptualisé parce qu'il partait de la thématique et de l'environnement des soignants. Donc ça, c'est important aussi de le comprendre. Et d'ailleurs, je vous introduis déjà une autre notion, même si le webinaire d'aujourd'hui, c'est sur le burn-out spécifiquement, on y reviendra sur les signaux faibles, mais c'est en gros, pour simplifier, effectivement, une surcharge chronique par le fer, hein, entre guillemets, dans l'action. Dans la fatigue il y a aussi un autre concept que je souhaitais vous faire part, même si on ne va pas l'élaborer plus que ça ici aujourd'hui, c'est la fatigue de compassion, qui se retrouve beaucoup, beaucoup dans le milieu du soin, dans le milieu du médico-social, chez les psychologues, chez tous ceux qui sont aussi aidants. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que c'est plutôt ici un épuisement par le ressentir, le fait de prendre en charge la douleur des autres, des difficultés des autres, le fait de prendre soin, hein, de faire des soins à des personnes qui sont en difficulté ou en souffrance, ça génère aussi un phénomène spécifique qui est la fatigue de compassion. Donc voilà, je vous introduis tout ça. On pourra vous donner de toute manière des références si vous souhaitez aller plus loin. Mais en tout cas, ici aujourd'hui, on va creuser principalement le burn-out dans un premier temps. En tout cas, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que avant de poursuivre, ça me paraissait important de vous préciser le fait qu'on a beau parler aujourd'hui du burn-out en particulier, en réalité, il y a autant de vécu du burn-out que de personnes, parce qu'on a tous un fonctionnement qui est différent les uns des autres. C'est-à-dire que parfois aussi, on peut avoir tendance à juger la personne en disant, bah ouais, mais un tel, voilà, fait pas assez d'efforts, ou je vois pas pourquoi cette personne est surchargée de travail parce que la période est plutôt calme, ou la période chargée qu'on a dû traverser, elle est passée. Donc pourquoi cette personne semble toujours débordée en épuisement? Donc là encore, faut aussi bien comprendre que déjà l'épuisement, enfin le burn-out, voilà, c'est pas un phénomène isolé avec les chiffres comme on vient de le voir. Mais ce qui, là encore, peut être insupportable pour une personne ne va pas forcément l'être pour une autre. On n'a pas tous les mêmes manières aussi de gérer finalement aussi des stress chroniques et puis on n'a pas tous les mêmes capacités, les mêmes ressources à un même endroit. Et ça c'est pour aussi bien placer notre empathie au bon endroit, pour pas être dans le jugement, parce que malheureusement, ça peut être parfois très contre-productif pour la personne et aussi, in fine, pour les équipes, le métier en tant que tel. Donc, pour aller plus loin encore là-dessus, ce que je voulais vous partager en termes d'expérience, c'est que pour moi, en fait, le burn-out, il n'est pas apparu du jour au lendemain. Souvent, on peut avoir dans les médias des témoignages de personnes qui, effectivement, pour lesquelles l'apparition est beaucoup plus brutale. Les personnes n'ont pas pu se lever du jour au lendemain de leur lit. Voilà, ils ont été pris de panique dans le métro, vous voyez. Mais moi, ça a été beaucoup plus insidieux que ça. Donc, c'est-à-dire que là encore, hein, ça dépend de chacun. Moi, c'était beaucoup plus insidieux. Et moi, les signes sont apparus beaucoup plus progressivement et de plus en plus forts. Voilà, il y a quand même une gradation dans l'intensité et la durée, bien entendu, aussi des symptômes, jusqu'à me conduire à l'arrêt maladie. Alors, ce qui m'a aidé à m'en rendre compte, c'est que au final, finalement, sur le moment, je n'étais pas capable de m'en rendre compte. En fait, je ne savais pas ce qui m'arrivait. Donc, en fait, c'est d'ailleurs pas complètement incohérent parce que, comme je le mentionnais rapidement tout à l'heure, le burn-out, ça va
impacter aussi les capacités cognitives. Donc, cognitif, ça va être la mémorisation, l'attention. Et donc, moi, j'étais en tout cas plus totalement lucide, en fait. J'avais tellement de choses en tête, tellement de surcharge émotionnelle, un épuisement physique, etc., que j'avais du mal même à prendre des décisions. En fait, même des décisions qui étaient très anodines dans mon quotidien professionnel. Néanmoins, il y a quand même deux choses qui m'ont aidé à à prendre conscience, pardon, de tout ça. Première chose, c'était le soutien social. C'est-à-dire que moi, à l'époque, j'étais entourée de dirigeants, enfin, puisque j'étais dirigeante à l'époque, et donc j'étais entourée de dirigeants comme moi, et je suis allée mobiliser des soutiens dans mes réseaux professionnels à l'époque. C'était comme ça que moi, j'étais la seule dirigeante et la seule voilà, dirigeante de la structure dans l'opérationnel. Donc, je suis allée chercher des soutiens à l'extérieur parce que je n'avais pas de soutien en interne dans mon organisation. Donc, le fait aussi euh, que je suis allée à l'extérieur pour aller chercher du soutien que j'avais pas à l'intérieur, ça montre à quel point le fait d'avoir des relais, des personnes relais sur qui compter à l'intérieur, c'est très très important. La deuxième chose, ce qui m'a aidé, c'était effectivement le suivi médical, l'accompagnement psychologique, bien entendu. Le suivi médical pour les arrêts maladie, ça a d'abord été par un généraliste puis psychiatre, afin de me mettre à distance, de me préserver aussi de l'environnement de travail qui mettait à mal en fait ma santé mentale. Et puis, il y a eu l'accompagnement psychologique, notamment via une psychothérapie, pour m'aider à mieux vivre cette période, ou en tout cas à la traverser, à accepter mes émotions aussi, parce que c'était difficile. Souvent, moi, ce que j'observe aussi sur EO Santé, quand j'accompagne aussi des pères qui traversent cette période-là, c'est souvent on a du mal à accepter l'état de l'arrêt. On se dit, mais non, mais j'ai des collègues, ils ont besoin de moi, qui va s'occuper de telle tâche pendant que moi je suis pas là? Et en fait, ça, en fait, ça s'accompagne aussi d'un point de vue à la fois sur Réo Santé avec des patients partenaires comme moi, mais aussi via l'accompagnement psychologique. Donc ça m'a permis vraiment de mettre au jour mes pensées, mes émotions aussi, ce qui se jouait en moi, et puis pour éviter aussi, in fine, que tout ça se reproduise. Donc voilà. Et c'est bien important aussi de comprendre que la personne, elle ne peut pas travailler. C'est vraiment une question, c'est pas une question de volonté ou d'effort, hein, parce que vraiment, c'est plus fort qu'elle. C'est comme une maladie physique, hein, c'est pas une question de volonté. On ne choisit pas d'avoir la grippe, on ne choisit pas d'avoir un cancer. Là, c'est vraiment aussi la même chose sur le burn-out. C'est vraiment important de le comprendre. Donc maintenant qu'on a un petit peu délimité le périmètre de ce que recouvrait le burn-out, et puis bien sûr, si vous avez des questions, je pourrais y répondre à la fin de cette présentation. Je vais aller peut-être un petit peu plus en détail maintenant sur les premiers signaux. Et comme tout à Justement, l'heure, oui, je pardon. me permets, Claudia, de te couper. On a eu une petite question de la part d'Isabelle Oui. qui te demandait quelle était la différence entre le burn-out et la dépression dans la mesure où c'est des symptômes qui sont communs. Et oui, parce qu'effectivement, c'est pas pour rien qu'on appelle ça syndrome. C'est le cas dans d'autres maladies, hein, quand il y a un syndrome, c'est-à-dire qu'il n'y a pas encore comment dire, j'ai pas le mot, mais en gros, ça veut bien dire que selon les personnes, ça va se manifester différemment. Néanmoins, il y a quand même des signaux communs qu'on retrouve très souvent dans quelqu'un qui vit un burn-out, c'est des symptômes qui sont anxio-dépressifs. Une association de symptômes liés à des troubles anxieux ou en tout cas à de l'anxiété et puis des symptômes effectivement dépressifs. Dans mon cas, c'était ça, hein. C'est-à-dire que effectivement, quand j'ai demandé à ma psychiatre quel était, voilà, qu'est-ce que j'avais, elle m'a dit effectivement, vous avez des symptômes anxio-dépressifs. Et effectivement, j'alternais selon mes journées, et j'y reviendrai sur ces fameux signes, entre des symptômes anxieux et des symptômes dépressifs. Il y a aujourd'hui des débats dans la profession au niveau médical, parce qu'il y en a qui, d'ailleurs, disent, mais est-ce que le burn-out, c'est pas, entre guillemets, juste une dépression? On voit avec les trois dimensions que je vous ai données, il y a des tests aussi spécifiques qui disent que plutôt non. C'est quand même, certes, il y a des choses qui sont communes, mais on voit que dans les dimensions, dans la manière dont ça émerge, quelles sont les causes d'émergence et la manière dont ça se manifeste, il y a des choses aussi qui sont plus spécifiques. Et je vous dis tout de suite aussi une phrase que j'ai repris d'un psychologue du travail qui s'appelle Adrien Chignard, qui nous dit que le burn-out, c'est toujours l'expression individuelle d'un dysfonctionnement organisationnel. Et ça, c'est intéressant parce que ça permet aussi de voir que, certes, il y a des choses qui appartiennent à la personne, en termes de symptômes, en termes de causes aussi, mais il y a des choses aussi qui viennent aussi, voilà, c'est toujours une interaction entre une personne et un environnement de travail. Voilà.
Maintenant, ce que je vous propose de faire, c'est de répondre à ces quelques petites questions, parce que j'aimerais, avant que je vous donne moi les signaux faibles du burn-out, que vous puissiez éventuellement, vous, partager un petit peu ce que vous avez en tête aujourd'hui. Donc, je vous passe la slide suivante, c'est-à-dire vous avez le QR code et puis ça va vous être donné dans le chat. Est-ce que vous, aujourd'hui, vous connaissez certains signaux faibles, tout simplement? Qu'est-ce qui vous vient en tête quand vous avez en tête euh, signaux faibles du burn-out? Donc effectivement, là, je vois beaucoup de mots fatigue, retard. Donc c'est intéressant parce que dans ce que vous dites là, je vois des signaux qui sont, on va voir, émotionnels, des signaux qui sont comportementaux. Et puis, voilà, pas mal de choses autour du sommeil, des absences, du retard, un manque d'énergie. Donc effectivement, on voit ici, avec beaucoup de choses autour de l'irritabilité, la fatigue et l'isolement, ça c'est des choses effectivement qu'on va retrouver. Donc ce que je vais vous présenter maintenant, et merci d'y avoir répondu, donc effectivement, hein, on va retrouver tout ça, et plus spécifiquement, on va essayer de catégoriser tout ça. Euh, Hop, voilà, je vous remets ma petite, voilà, présentation. Hop, donc tout d'abord, c'est ce que vous avez dit à l'instant, des signaux qui vont être comportementaux. Quelqu'un qui s'isole, qui avant avait toujours, enfin, aller à la machine à café, pouvoir boire son petit café avec ses collègues. Ça va être quelqu'un effectivement qui va avoir des absences, des retards. Et ce qui est intéressant ici, vous voyez, c'est des signaux que je cite un petit peu comportementaux. Ce qui va être intéressant ici, c'est de comparer un peu le changement, en fait, entre ce que vous connaissez de la personne et ce que vous observez aujourd'hui. Dans mon cas, par exemple, aussi un autre signal faible en termes de comportement, ça va être j'écourtais mes pauses déjeuner. Je me disais, mais non, mais j'ai tellement de choses à faire, allez, 30 minutes, allez, 15 minutes, 10 minutes. Pareil, je voyais quasiment plus mes amis. Donc effectivement, le côté isolement ou même repli social, c'était pas que dans le domaine du travail, je l'étais déjà un petit peu de manière isolée, hein, mais aussi au niveau de la sphère personnelle. Et puis pour compenser tout ça, j'essayais de remplir mon agenda de réunion. Je me disais, bah non, mais j'ai plein de choses à faire. Et je remplissais, alors que j'avais effectivement, on verra, de la fatigue et un épuisement même physique qui commençait à se mettre au jour. Donc en fait, je voyais pas à ce moment-là que j'étais dans un train lancé à pleine vitesse, sans aucune possibilité de freiner. Euh, donc, euh, donc en fait, voilà. Et puis plus j'essayais de combler de mon agenda de réunion, de faire des choses, j'essayais de retrouver en fait de la satisfaction, de d'avoir réalisé une to-do list. Vous voyez, j'essayais de me refaire confiance, de me rassurer comme ça, alors que c'était vraiment de façade. Donc, j'acceptais pas en fait voilà, qu'au contraire que cette fatigue. Et voilà, même si les choses n'étaient pas forcément réalisables ou en adéquation avec mes limites de l'époque, bah, je disais non. Enfin, je ne savais pas, pardon, dire non. J'acceptais, je disais oui, même s'il y avait des échéances hyper serrées pour des projets. Je savais pas non plus exprimer mes besoins, en fait. En tout cas, d'un point de vue dans ces facteurs personnels qui étaient là. Donc, vous voyez, c'est des signaux effectivement comportementaux dont vous avez déjà cité certains actes. On a aussi des signaux qui sont effectivement émotionnels. Donc là, vous l'avez cité tout à l'heure dans le chat et puis dans le Mentimeter, dans le sondage, c'est l'irritabilité. Oui, bien sûr. Donc ça en fait partie. Ça peut être aussi quelqu'un qui semble plus inquiet. Vous voyez, voilà, ça peut être tout à fait ça. Ça peut être, moi, dans mon cas, j'étais aussi beaucoup plus anxieuse, c'est-à-dire qu'il y avait un sentiment d'urgence permanent. Et puis, il y avait, tout était urgent et je me sentais submergée. Il y avait un peu j'étais vraiment en hypervigilance, hein. En fait, je mettais pas ces mots-là à ce moment-là, mais c'est-à-dire que moi, j'avais toujours peur que si je faisais pas, j'acceptais pas tel projet, ou si je faisais pas tout de suite ce mail ou telle action, eh bien, il y allait forcément une catastrophe, ça allait forcément faire capoter le projet en question. Voilà. Donc c'était un peu un raisonnement en tout ou rien, quoi. Vous voyez que le curseur, il est dans l'intensité, c'était voilà, c'était un peu tout ou rien. Et puis pareil, j'étais au niveau de l'irritabilité, c'est-à-dire qu'à la moindre contrariété, ça me provoquait vraiment une émotion très intense. Notamment soit de la colère ou alors de la frustration vis-à-vis de mon travail, de ce que les autres pouvaient être en capacité de répondre, ou si je n'obtenais pas une réponse dans moi le délai que je m'étais fixé, bah voilà, ça engendrait tout ça.
Donc c'est pas toujours quelqu'un qui claque violemment la porte, vous voyez, c'est pas tout de suite quelqu'un qui explose en réunion, vous voyez, enfin souvent on a dans ces signaux émotionnels des choses un petit peu radicales comme ça, mais des fois ça peut être aussi des choses qui peuvent être très internalisées en fait. Et puis aussi il y avait de la tristesse très importante sur certains jours, notamment dans l'arrêt maladie. J'avais aussi envie de rien. J'avais des pensées très cyniques vis-à-vis de mon travail, sur bah, de toute façon, en fait, ce que je fais, ça sert plus à rien, que je fasse ça ou ça, ça sert à rien. Donc voilà, voilà, il y avait vraiment tout ça, et puis il y avait des jours vraiment où j'avais de l'énergie, et puis des jours où c'était même sortir la poubelle de chez moi quand j'étais en arrêt maladie, c'était compliqué de me mettre en action. Donc ça répond un peu à la question qui a été posée par Isabelle, je crois, tout à l'heure, hein. Effectivement, on retrouve des signaux qui sont communs parfois avec la dépression. Donc ça, c'est un peu pour les signaux émotionnels. Bien sûr, on a des signaux qui sont cognitifs, c'est-à-dire que moi aussi, hein, je parlais à l'instant des scénarios catastrophes. Bah oui, c'est des choses aussi qu'on peut retrouver au niveau des pensées. Je passais tous les moindres détails de ma journée de travail. Ça tournait en boucle. J'essayais de me focaliser sur des solutions, mais je trouvais pas de solution. Ou alors je pensais a posteriori à ça. Et attention, je dis pas que ça, c'est pas des choses que chacun et on a déjà pu tous expérimenter dans notre vie quotidienne, hein, bien entendu. Mais là, c'était plus intense. Je n'arrivais pas à couper de tout ça. Vous voyez, j'avais aussi des grosses baisses d'attention. Par exemple, là où je lisais peut-être 3 fois ou 2 fois mon mail pour m'assurer qu'il n'y avait pas de faute d'orthographe, là, je le lisais 15 fois parce que j'arrivais pas à maintenir mon attention. Pareil, mon esprit divaguait souvent, me concentrer, c'était compliqué. Et puis, je commençais vraiment à oublier des petites informations du quotidien, quelqu'un qui vient de me dire quelque chose, j'avais du mal à le retenir, hein. Donc effectivement, c'est ça, hein, comme dit Céline, effectivement, il y a ce côté signaux faibles. Quand je parle de tout ça, des signaux faibles, c'est voilà, c'est des choses qui s'installent sur la durée, qui sont pas tout de suite observables, ou en tout cas sur lesquelles on passe pas forcément, on peut ne pas prêter attention, hein, parce que c'est pas des choses très radicales ou des choses très brutales. Et pour autant, si on commence, vous voyez, à repérer ces différentes catégories que je vous dis là, en fait, vous aurez déjà des clés justement pour repérer un peu ces fameux signaux faibles-là. Et puis enfin, il y a des signes qui sont quatrième catégorie, hein, des signaux physiques. C'est souvent à eux qu'on pense en premier, c'est les plus faciles à observer. Puis c'est même quelque chose que va vous citer en priorité la personne en disant ah bah en ce moment je suis fatiguée, je dors pas bien, ou j'ai des tensions dans le dos, j'ai mal au dos. Vous voyez, donc et puis souvent on met ça un petit peu, à la fois on le dit de manière plus facile parce que c'est moins stigmatisé aussi de dire qu'on a mal au dos ou qu'on est fatigué, hein, plutôt que d'avouer qu'on est en surcharge, hein, en termes de travail ou autre. Mais pour autant, moi aussi, ça se traduisait vraiment par une fatigue chronique. C'est une fatigue qui ne passait pas. C'est-à-dire que malgré les week-ends, malgré les soirées, une bonne nuit de sommeil, ce n'était pas suffisant. Donc pareil, les troubles du sommeil. Moi, dans mon cas, c'est pas que j'arrivais pas à dormir, mais c'est que je mettais énormément de temps avant de m'endormir. Et des fois, ça durait 2, 3 heures cette affaire. Et malgré de la mélatonine, vous voyez, des petites choses en complément alimentaire. Ça peut être des réveils nocturnes. Et moi, j'avais des tensions dans le haut du dos, hein, les trapèzes, le bas du dos aussi. Et puis, j'étais plus souvent malade parce que forcément, bah, oui, forcément, on devient un petit peu plus vulnérable aux maladies à ce moment-là. Donc, effectivement, comme je vous le disais, les signaux physiques, dans mon cas, c'était ceux qui étaient majoritairement visibles. Pour autant, il y avait aussi déjà les signaux émotionnels et cognitifs que je vous ai évoqués. Et voilà, c'est vrai que même mon entourage a peut-être pas forcément vu ça au départ parce qu'il y avait ce côté aussi, on disait, oh, Claudia, bah ouais, mais elle est très investie, très rigoureuse et tout ça. Et donc, en fait, on peut passer à côté. En tout cas, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que souvent, certes, des fois, derrière un signal physique, on peut avoir quelque chose de transitoire, ça peut être effectivement une surcharge ponctuelle, mais à partir du moment où ça dure, il faut aussi avoir en tête que parfois, ça peut être juste la face visible de l'iceberg, hein, et que derrière, il y a peut-être des signaux émotionnels, cognitifs, que la personne n'a peut-être pas forcément conscience, ou si elle en a conscience, elle n'en a pas forcément parlé et elle n'ose peut-être pas en parler. Donc, euh, donc tout ça faisait que, effectivement, voilà, il y avait quand même
pas mal de signaux voilà, qui étaient présents. Et sans compter, il y avait des signaux aussi organisationnels. J'en ai peu parlé, là, je parle beaucoup des signaux faibles liés à la personne. Mais voilà, il y avait aussi, dans mon cas, un manque de disponibilité de la hiérarchie pour répondre aux demandes, pour un manque de communication qui était chronique, hein. Donc, il y a l'aspect relation interpersonnelle qui était quand même assez présent. Et moi aussi, j'ai eu à la fin, en fait, et c'est ce qui a provoqué moi mon arrêt, parce que j'ai eu même un échange de 3 heures sur lequel j'ai quasiment pas parlé. J'étais tellement abasourdie et mutique par rapport à ce qui se passait, mais j'avais mon supérieur hiérarchique de l'époque qui a voilà, cité tous les reproches qu'il me faisait de A à Z, etc. Et donc ça a été tellement violent verbalement et aussi à encaisser que après, effectivement, voilà, j'étais complètement sonnée. Et donc, c'est ça aussi qui a fait que je comprenais rien. Et donc, j'ai sollicité mon médecin traitant à l'époque pour essayer de me reposer et de juste voilà, de pouvoir un petit peu voir ce qui se passait. Donc, voilà, juste pour dire aussi qu'il y a des aspects en plus organisationnels liés à des relations interpersonnelles qui entrent en ligne de compte, bien entendu, en plus des signaux individuels. Donc ça, on pourra y revenir hein, si vous avez des questions là-dessus. Ce qui était important pour moi aussi de vous parler, c'était aussi la troisième partie de ce webinaire, c'est de comprendre l'après-burnout. Parce qu'effectivement, c'est des signaux là, donc, que je vous cite qui sont impressionnants, qui sont pas agréables à vivre, ça c'est important, c'est sûr. Mais c'est aussi important de comprendre que de toute manière, c'est un état qui est transitoire. C'est toujours possible de sortir du burn-out à partir du moment où on met en place certaines choses en place que justement je vais vous présenter. Donc déjà, moi, ce qui m'a aidé à m'en sortir, hein, et puis ça n'a pas été du jour au lendemain, vous vous en doutez, c'est la première chose à faire, c'est le repos. C'est-à-dire ne rien faire, divaguer, se laisser aller à ses pensées, faire un tour dans le quartier à pied si on a l'énergie. Et puis voilà, en plus du repos, ça va être de faire des choses qui demandent peu d'énergie et surtout qui amènent du plaisir. Donc moi, dans mon cas, ça a été de repasser sur des choses manuelles qui laissent un peu l'esprit de côté. Donc faire des coloriages, et éventuellement d'écouter un podcast, mais ça aussi, ça, voilà, ça varie parce que ça demande quand même de se concentrer, hein. Ça peut être aussi de faire des balades en nature avec un proche, donc en parlant autre chose que du burn-out. Tout ça, je vous les cite parce que c'est ce qui m'a aidé moi, hein. Donc, et puis la lecture, là encore, des lectures type plaisir. Je dis ce qu'a dit ma psychologue à l'époque, c'est des lectures qui amènent du plaisir, pas des choses liées au travail, hein. Pas lire le dernier rapport. Moi, j'avais aussi acheté un bouquin guide du burn-out. Donc là, j'étais encore dans la démarche d'être un peu en résistance, quoi. Bien sûr, c'est bien de se renseigner, d'apprendre à se renseigner sur le burn-out, mais d'être un peu plus centré sur le plaisir, des choses qui aident à se détendre. Donc, le repos, le plaisir, le soutien social, ça c'est hyper important. Là où j'avais eu tendance à m'isoler, c'était hyper important de compter sur mes amis du réseau professionnel dont je vous parlais tout à l'heure, mon conjoint aussi. Et puis aussi, dans ce soutien social, il y avait aussi, moi j'ai eu une seule fois un appel d'1 heure, hein, mais avec un échange avec une ancienne collègue de mon conjoint qui avait vécu un burn-out avant moi. Et tout ça faisait que la seule chose qui m'a marqué dans ce qu'elle a dit, c'est elle m'a dit, mais surtout Claudia, ne reprends pas trop vite le travail. Et ça m'a tellement impacté que, en fait, c'est vraiment ça aussi qui m'a aidé à sortir un peu de cette phase de déni dans laquelle j'étais, où j'étais là, bon, bah, allez, je fais une semaine d'arrêt, mais je reprends la semaine prochaine. Vous voyez, d'être dans cette phase de toujours être un peu, toujours dans l'action, toujours à ne pas lâcher, quoi, finalement. Et donc, ça, c'était hyper important. Et c'est pour ça aussi que maintenant, j'ai ce rôle aussi de patiente partenaire au sein des hauts santé, parce que je sais à quel point le fait d'avoir un père aussi qui n'est pas un professionnel de santé ni quelqu'un de l'entourage pro ou perso, eh ben ça aide vraiment pour aussi être accompagné sur ce qu'il y a à traverser. Et puis il y a aussi les ressources individuelles, c'est-à-dire que ça je l'ai développé aussi moi hein, par la force des choses. Mais maintenant ce que je fais dans mes accompagnements aussi, c'est de travailler sur ce que j'appelle un plan de ressources personnelles, c'est-à-dire bah, quelles sont les ressources, moi je les ai un peu j'ai dû les trouver dans le dur, finalement, le côté quelles sont les activités qui me font plaisir, mais au départ, je ne savais pas ce qui me faisait plaisir. Donc tout ça, ça peut être défini justement grâce à un accompagnement.
Et donc c'est hyper important en tout cas de ne pas rester seul et de se faire accompagner tout au long de ce chemin-là. Donc après, souvent, c'est aussi parfois ce qu'on pense quand on est en burn-out et ce qui aussi peut survenir dans les questions qu'on pose, c'est bah ouais, mais quand est-ce que ça va finir? Quand est-ce que je vais reprendre le chemin du travail? Et là, euh, bah, j'ai envie de vous dire qu'il n'y a pas de date de fin précise et que si on le savait, bah finalement, on serait en mesure de dire oui, bah, un burn-out, c'est tant de temps et terminé. Et ça, on le saurait tous. Mais ça dépend vraiment de la durée d'exposition à laquelle la personne a été exposée, justement à l'environnement et à ce qui a provoqué le burn-out. Et puis aussi, ça dépend du suivi dans la phase de reconstruction, dans la phase d'arrêt maladie, s'il y en a. Donc, voilà, c'est pour ça qu'on insiste vraiment, j'insiste sur ce côté accompagnement, parce que aussi, ça va aussi dépendre aussi, en partie, de certes de facteurs d'exposition, de l'accompagnement qu'elle a, et puis aussi au niveau des organisations bah, qu'est-ce qui est mis en place si la personne éventuellement revient dans l'organisation bah, en termes de rendez-vous, de suivi, en termes de communication interne s'il y a lieu, enfin, vous voyez. Donc ça va vraiment dépendre de plein de choses. Alors, moi, de mon côté, comment j'ai retrouvé le chemin du burn-out? Alors, ça a été progressif, hein. Donc, moi, dans mon cas précisément, comme il y avait des gros problèmes de communication, en fait, malheureusement, on n'a pas pu faire des choses type médiation, vous voyez, ou des choses qui auraient permis de restaurer un dialogue. Aujourd'hui, en fait, c'est ça où je le mentionne parce que ça peut peut-être être des leviers. En tout cas, c'était pas le cas pour moi. Donc, moi, j'ai quitté l'organisation en rupture conventionnelle. Mais ce qui, moi, m'a permis ensuite de reprendre le travail, parce qu'au final, moi, j'ai eu 4 mois d'arrêt maladie. J'ai pas eu de traitement médicamenteux. J'ai vu passer une question dans le chat, mais voilà, pour ce cas-là, j'ai pas eu de traitement médicamenteux, mais ça peut aussi intervenir hein, dans le suivi médical, ça peut en faire partie. Moi, ce qui m'a aidé, c'était d'avoir aussi, même en étant sorti de l'arrêt maladie, c'était d'avoir le chômage derrière pour du coup prendre mon temps et penser un petit peu mon projet à la fin. Donc, pour continuer aussi de me reposer. Au final, pour vous dire, moi j'ai passé 8 mois, durée maladie compris, sans travailler. Donc c'était 4 mois d'arrêt maladie et 4 mois aussi au chômage sans travailler. J'ai eu aussi des retours positifs sur mes compétences. En fait, à la suite de mon annonce de la sortie de cette organisation, j'avais fait à l'époque un message hein, à mon initiative sur LinkedIn. Euh, voilà, donc, et j'ai eu pas mal de signaux de réassurance de gens qui avaient travaillé avec moi en disant mais c'est super ce que tu as fait, Claudia. Donc j'avais de la validation sociale que finalement, bah, ce que j'avais fait, c'était bien et que c'était pas, voilà, parce que tout ça, ces expériences et ces relationnels défectueux que j'avais eu avec la hiérarchie à l'époque, tout était en sens de me faire douter des compétences, du bien fondé de ce que je faisais. Donc là, le fait d'avoir ces retours-là, ça m'a beaucoup aidé. Et puis aussi, j'ai fait moi une reprise. J'ai pas démarré tout de suite à temps plein. Je suis restée. J'ai trouvé une mission en tant que freelance. Donc j'ai fait autre chose. Hein. J'étais pas. Je suis restée dans le même secteur d'activité dans les énergies renouvelables à l'époque et j'ai repris 3 jours par semaine, mais en télétravail, parce que je sentais qu'à l'époque, ça allait trop me demander en termes de fatigue et je me sentais pas capable d'être en interaction quotidienne avec des personnes. Donc c'est pour dire aussi les impacts aussi, hein, même dans la démarche de reprise du travail, les impacts ils sont quand même là. Donc en fait c'est ça aussi qui fait que dans l'accompagnement que j'ai eu, ça m'a permis aussi de me poser des questions sur quelles étaient les conditions importante pour moi pour reprendre le travail. Et donc, ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que c'est possible de retourner, d'avoir un retour à la normale. Ça va prendre du temps, mais c'est possible après un burn-out de se retrouver soi, bon, voilà, on se dilue pas dans cette expérience-là, on perd pas en compétences, on va faire les choses différemment. Moi, aujourd'hui, je suis beaucoup plus alerte sur mes limites, je suis beaucoup plus alerte et à même d'exprimer des refus, de poser mes limites. Donc ça, c'est une expérience qu'on traverse, mais qui ne nous définit pas. Et ça, c'est vraiment important aussi de le comprendre. Donc, et le chemin du travail, ça fait partie aussi de la reconstruction. Hein. Donc, c'est ce qui m'a permis aussi de me retrouver, de me rassurer sur mes compétences et d'aller de l'avant, hein, sans s'isoler plus avant. Donc, dans les quelques minutes qui nous restent, j'aborde dans cette quatrième partie la partie un peu organisationnelle sur comment prévenir le burn-out dans les organisations.
Un chiffre aussi qui est édifiant et qui montre que le sujet est vraiment majeur dans le secteur du médico-social, c'est, vous voyez, il y a un baromètre qui a été réalisé en 2025 qui nous dit que pour 84% des établissements du secteur, les risques psychosociaux et les charges émotionnelles représentent les principaux risques professionnels auxquels sont exposés les salariés. Donc c'est vraiment des chiffres qui sont très évocateurs et qui montrent aussi que c'est pas pour rien, comme je vous le disais en début de webinaire, que le burn-out a été conceptualisé initialement dans ce domaine-là, c'est parce qu'il y a des risques qui sont majeurs dans les secteurs-là. Donc, comment on peut faire pour prévenir? Qu'est-ce qu'on peut mettre au niveau des organisations, des équipes? Déjà, ça va être de prendre premier lieu, selon moi, ça va être de communiquer avec les équipes. Ça va être aussi, bah, vous voyez, des temps, quand je vous parlais de quelqu'un qui s'isole, qui allait prendre ses cafés à la machine à café, qui ne vient plus, peut-être d'aller chercher le contact avec cette personne-là, à des moments où, bien sûr, elle est peut-être disponible aussi, elle, mais faut pas hésiter à oser à approcher en fait les personnes, y compris quelqu'un qui commence à aller pas bien, parce que parfois on passe, on se dit non, mais je vais pas le déranger, et puis ça va peut-être passer. Ouais, mais peut-être que c'est quelque chose qui dure depuis un petit moment, et on sait que plus on attend, plus ça majore les risques. Donc, pas hésiter aussi à communiquer, initier en fait les discussions sur ce sujet-là. Bien sûr, ça rejoint un peu ce que je viens de vous dire là, le fait d'approcher la personne, si c'est une personne spécifiquement, hein, bien entendu. Euh, et puis, on a aussi voilà, le fait d'identifier les signaux d'alerte. Une équipe. Alors, je vous ai parlé des signaux d'alerte qui sont au niveau individuel majoritairement, mais il y a aussi des choses qui peuvent se manifester au niveau des relations, au niveau des équipes. Il y a des choses qui existent en ce sens aujourd'hui. Donc, faut pas hésiter là aussi à se faire accompagner là-dessus parce que il y a des signaux d'alerte. Parfois, ils sont pas forcément faciles aussi à repérer au niveau individuel, même si déjà en vous donnant déjà les quatre catégories, je pense que ça vous donne déjà plus de clés. Mais il y a aussi au niveau des équipes. Et puis, ça va être aussi de définir, de pas attendre que les choses arrivent, qu'il y ait des arrêts, qu'il y ait du turnover pour agir. Ça va être de définir des protocoles d'alerte, de faire de remontées d'alerte au sens de remontée terrain aussi. Comment je fais remonter quelque chose qui est observé au niveau d'un manager ou au niveau de collègues? Quand est-ce que j'alerte? Hein. Et quand est-ce qu'aussi, bah, quand il y a une crise, entre guillemets, quand il y a quelque chose d'urgent, s'il y a quelqu'un à remplacer, comment on fait? Donc, euh, donc il y a tout ça. Et puis au niveau bien sûr organisationnel, hein, au niveau employeur, bien sûr, il y a le DUERP, le document unique d'évaluation des risques professionnels, qui est là aussi, bien entendu. En plus, il y a eu aussi une nouvelle loi qui est en train de passer, la celle du 11 mai 2026, qui spécifie encore plus les choses et majore aussi malheureusement les risques légaux, enfin les risques, les pénalités, si jamais il n'est pas bien entre guillemets, pardon, mise en œuvre. Donc voilà, faut pas hésiter à utiliser tous ces leviers-là. En tout cas, vous voyez qu'il y a déjà pas mal de choses à portée de main. Bien sûr, on pourra en discuter aussi dans le chat, j'ai vu, enfin la partie questions. En tout cas, ce qu'il faut retenir aussi, c'est que le burn-out, ça force à lâcher prise. Hein. C'est ce que aussi m'a vraiment induit le burn-out. On ne sait pas quand est-ce qu'on retournera au travail, quand est-ce qu'on ira mieux. Ça arrive sur le premier pas, ça va être de commencer à accepter, de lâcher prise. Voilà, c'est le message que je voulais vous faire passer. Donc, en tout cas, vous avez effectivement la plateforme EO Santé qui est là pour vous. Voilà, n'hésitez pas à la solliciter si vous souhaitez continuer d'échanger avec moi sur ces sujets-là, que vous soyez, voyez, manager, collègue, référent handicap, RRH aussi, GRH, représentant du personnel. Bah voilà, on peut en parler. Donc, n'hésitez pas. Vous avez maintenant voilà, un petit outil qui vous permet d'évaluer anonymement votre comment dire ce, ce webinaire. Je vais y arriver. Donc vraiment, utilisez ce que vous avez à disposition. Et puis maintenant, voilà, dans les 2 minutes qui nous restent, si besoin, je peux répondre à quelques questions qui ont été relayées dans le chat. Voilà, je vois qu'il y a une question notamment qui nous dit que de Céline qui nous dit peut-être qu'il existe des personnes ressources au sein de l'organisation comme un référent handicap avant effectivement d'envisager la démission. Effectivement, l'issue n'est pas toujours la démission, bien entendu. C'est pour ça qu'il faut mettre en place les leviers, que ces personnes référentes soient connues aussi des structures. La médecine du travail, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais c'est vrai que ça faisait partie aussi des acteurs que moi-même j'ai sollicité, même quand j'étais en arrêt maladie. Hein. Donc, je suis quand même allée voir la médecine du travail. Donc ça peut être effectivement une personne ressource. Euh, Si tu veux, je peux te lire certaines questions Oui, je veux qui bien. sont revenues.
Il y a notamment une question de Mathieu. L'appellation signe faible n'est-elle pas difficile à entendre, voire connotée faiblesse, échec, dans un moment déjà compliqué pour la personne confrontée à une situation profondément dégradée et chronicisée? Mm. Eh bien, en fait, tout dépend aussi de la manière dont on aborde le sujet. Peut-être que nous, enfin, tout dépend de ce que, il y a notre analyse à nous. De nous, on peut l'appeler signal faible. Après, dans la manière dont on va approcher la personne et essayer de discuter avec elle, là, oui, on n'est pas obligé de lui dire, j'ai repéré des signaux faibles du burn-out, attention. Donc, parce qu'effectivement, ça peut être effectivement soit effectivement un petit peu marquant pour une personne qui est déjà effectivement en situation de fragilité ou de vulnérabilité, ou alors ça peut engendrer un petit peu un phénomène défensif, de dire non mais qu'est-ce que tu me dis, c'est n'importe quoi. Donc en fait c'est ça. Ce qui est intéressant ici, c'est quand on voit nous des signaux faibles, ce qu'on appelle les signaux faibles, bah, ça va être aussi peut-être d'approcher, et il y a des techniques pour le faire, de dire bah voilà, écoute, je viens te voir, je suis préoccupée en ce moment pour toi parce que j'ai remarqué que tu venais plus forcément déjeuner avec nous le midi. Donc, est-ce que comment ça va pour toi en ce moment? Enfin, vous voyez? Et là, je suis pas obligée de dire signal faible. Hmm. Voilà, en tout cas pour cette question, j'espère que ça y répond. Je sais pas s'il y a d'autres Il y en questions. avait d'autres, mais c'est vrai qu'il est Ouais, déjà ouais. 45. Donc, comme je vous le disais dans le chat, toutes vos questions, on les garde et on y répondra sur le mail que vous recevrez à la fin de cette intervention. Ouais, super. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Du coup, navré de ne pas pouvoir répondre à l'oral spécifiquement là à toutes vos questions. Mais en tout cas, c'était un plaisir de l'animer pour vous. Et puis, je vous remercie vivement pour votre écoute. Voilà. Donc, bonne journée à tous et à très bientôt.